Bonjour, vidéo numéro 16 sur comment choisir une marque et si c'est pas trop long, comment construire un système. Maintenant qu'on a vu dans la vidéo précédente les différents types d'appareils photo, cette vidéo se voulait la plus exhaustive possible, la plus large possible pour, comme d'habitude, vous expliquer tout et à fond. Et après, vous donner les clés, les éléments pour faire votre propre choix, parce que en fait c'est un choix très personnel. Et donc même si moi après bientôt 40 ans de photos, j'en suis arrivé là où j'en suis, avec le matériel que j'ai, avec le niveau de photo que j'ai, avec le niveau de sujet, avec les sujets que j'aborde et ainsi de suite. Ça serait illusoire que de vouloir vous imposer quoi que ce soit, parce que nous n'avons pas les mêmes contextes, nous n'avons pas les mêmes aspirations, et nous ne voulons pas aller au même endroit et aller au même niveau forcément en toute chose, et donc voilà. Donc c'est pour ça que ces vidéos se veulent finalement assez générales. Pas assez générales, mais assez étendues dans le domaine abordé. Donc, comment choisir une marque? C'est pas anodin, parce que la marque le choix de la marque va vous amener à un potentiel, va vous donner un potentiel, et changer de marque coûte très cher. Donc, je ne veux pas dire qu'à partir du moment où on a choisi une marque, il faut y rester, mais il va falloir, et c'est ce que l'on va voir, il va falloir essayer de discerner au mieux la marque qui vous conviendrait le mieux, le plus tôt possible, si possible avant d'acheter le premier élément, parce que changer de marque implique que les éléments deviennent incompatibles entre eux, entre les deux marques. Enfin, il y a très peu de possibilités d'interconnexion entre une marque et une autre. Et donc, du coup, il y a des accessoires que l'on pourra garder d'une marque à une autre, et puis il y a beaucoup de choses que l'on ne peut pas garder d'une marque à une autre. Et donc, ça oblige à chaque fois à revendre, enfin, ça oblige soit on revend ce qui est devenu inutile, pour récupérer des fonds pour acheter le nouveau, soit on le met au placard, et dans ce cas-là, on rachète dans la nouvelle marque ce qui est réellement utile. Donc ce n'est pas totalement, je vais dire non bénéfique, je cherche un terme, ce n'est pas totalement une mauvaise chose forcément de changer de marque, parce que quand vous allez changer de marque, vous n'allez pas forcément vous n'allez pas racheter exactement la même chose. Forcément, vous allez évoluer avec votre expérience et ainsi de suite. Et donc, du coup, vous ne tomberez pas dans le même piège de tel objectif dont vous ne vous servez pas, ou telle qualité d'objectif que vous vous êtes rendu compte que finalement c'était certes ou moins cher, ou plus cher, ou trop cher par rapport à votre utilisation, et ainsi de suite, quoi, voilà. Donc, on peut changer de marque, ça a un coût financier, mais ça peut permettre éventuellement de ne pas persévérer dans un système qui ne vous plaît pas, ou qui ne vous offre pas des possibilités que vous n'aviez pas envisagées au départ, et ainsi de suite. Donc, voilà. Alors, donc la première chose à se poser pour acheter un appareil photo, c'est d'évaluer quelle est votre motivation première, et quelle est votre motivation profonde dans cet achat d'un appareil photo et dans l'idée de faire de la photo. Alors ça, c'est la première question à se poser, et à se dire, bon voilà, j'ai envie de faire des photos, ça peut suffire, pour certains ça peut suffire. J'ai envie d'avoir un bel appareil, ça peut suffire aussi pour certains. Et puis d'autres vont poser ça différemment, en disant, tiens, je voudrais faire tel type de photo, j'ai vu ces photos-là, ça m'a bien plu, j'aimerais bien faire pareil, et ainsi de suite.
Donc voilà, quelles sont vos motivations premières et surtout motivations profondes? Parce que du fait de ces motivations, surtout les motivations profondes, qui est différent de la motivation première. La motivation première, ça peut être un caprice. Motivation profonde, ça peut être autre chose. Et un caprice, vous voyez, vous marchez dans la rue, vous avez envie d'une glace, vous rentrez chez le glacier, vous achetez une glace, et puis voilà, c'est un caprice, ça se résout dans l'instant. Acheter un appareil photo, c'est un peu plus délicat. Et je suis tenté de dire que si vous regardez cette vidéo-là, c'est que effectivement c'est délicat pour vous et que vous avez cherché longtemps de l'aide pour faire ce choix-là, et ainsi de suite. Donc entre un caprice qui se règle dans l'immédiat et quelque chose qui demande de la réflexion, et dans la démarche où vous êtes, puisque vous êtes ici en train de regarder cette vidéo, vous êtes dans cette démarche de réflexion, ou simplement que vous êtes abonné et vous regardez les vidéos, toutes les vidéos que je sors, et je vous en remercie. Et un petit pouce bleu, et abonnez-vous et mettez la cloche de notification, ça ferait plaisir. Donc, ce n'est pas un achat anodin et ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère, vu les sommes engagées. Et donc, vu les sommes engagées, la première question, la deuxième question, pardon, excusez-moi, à se poser, c'est qui paye? Et oui, parce que qui paye? Ça, c'est intéressant de savoir déjà ça, qui paye. Si c'est vous qui payez, les euros, vous ne les avez pas imprimés, vous ne les fabriquez pas vous-même. Enfin, vous ne les fabriquez pas vous-même, c'est une façon de parler. C'est-à-dire que c'est le fruit d'un travail. Ça représente des heures de travail, de la vie passée à faire ce travail. Donc voilà, ça n'est pas anodin. Je veux dire, quand vous dépensez 100 euros, 500 euros, 1000 euros, 10 000 euros dans un système photographique, ça représente beaucoup de temps passé à économiser cela. Voilà. D'un autre côté, si c'est pas vous qui avez passé ce temps-là à le faire, mais que c'est vos parents, par exemple, eh ben, vous allez leur demander un effort financier qui va représenter beaucoup de temps de leur vie passé au travail. Et en plus, voilà, donc ça peut, si on a un peu de morale, poser des problèmes existentiels entre ce que l'on aimerait exactement et puis ce que l'on va demander ou ce que l'on va s'acheter. Parce que même si c'est vous qui faites, qui générez vos salaires et qui générez votre économie et qui générez l'argent de vos loisirs, on peut se poser la question, voilà, est-ce que entre investir sur les enfants, investir sur les parents ou investir pour ses loisirs, voilà, c'est une question morale à se poser, parce que les sommes en jeu peuvent, ce n'est pas obligatoire, les sommes en jeu peuvent représenter beaucoup de temps. Après, que vous soyez célibataire, sans enfants, que vous soyez avec des parents, sans parents, un des critères de choix d'une marque d'appareil photo, paradoxalement, c'est votre entourage. Donc, sauf à vivre dans une grotte au fin fond de l'Ardèche, et encore, vous allez faire des photos pour vous allez faire des photos, mais les photos, vous allez certainement les montrer. Donc ça va être en fonction de votre entourage. Effectivement, si vous choisissez une marque qui est déjà présente dans votre entourage, un frère, une sœur, un oncle, une tante, un parent, un enfant, des amis, qui ont peut-être suscité cette envie, tout l'entourage qui a peut-être suscité cette envie de faire des photos, eh bien, avoir une marque identique à eux peut être intéressant simplement
par échange d'expériences. Échange d'expériences, prennent matériel entre vous, et ainsi de suite. Voilà, donc ça peut être intéressant de prendre ce critère en compte. Parce que du coup, vous avez une communauté proche qui vous permet ainsi d'avoir accès à de l'information, à de l'aide, et ainsi de suite. Donc ça peut être intéressant de mettre en critère, tiens, je vais acheter un Canon, par exemple, parce que l'oncle Anatole a un Canon et que l'oncle Anatole il est sympa, et puis il m'a toujours aidé, il a toujours été gentil, à chaque fois que j'ai eu besoin de lui ou j'ai demandé un conseil, il m'a aidé, et ainsi de suite. Donc, on peut choisir une marque en fonction de son entourage. Après, on va voir un autre critère qui est, suivant votre motivation première et votre motivation profonde, ce qui vous a donné peut-être envie d'acheter un appareil photo, c'est parce que vous avez vu des photos d'autres photographes qui utilisent des optiques dont vous aimez le rendu. Donc, si vous aimez le rendu d'une optique particulière, ou tout d'un coup ça a déclenché un déclic chez vous en vous disant « Ah tiens, j'ai envie de faire ça, c'est pas mal », et ainsi de suite, eh bien, si cette optique particulière est attachée à une marque particulière, du coup, voilà, entre guillemets, vous n'avez pas le choix, vous achetez le boîtier pour monter l'objectif de vos rêves. Une autre possibilité, c'est de choisir une marque en fonction des disponibilités en occasion. Alors, si vous n'avez pas beaucoup de sous, ou si vous vous dites simplement que je n'ai pas forcément besoin d'acheter tout neuf parce que je peux l'avoir d'occasion sur le Bon Coin ou sur eBay à quart de prix, moitié de prix, 30% moins cher, et ainsi de suite. Et donc ainsi, j'ai peut-être plutôt intérêt à prendre une marque courante parce que je trouverai facilement des objectifs ou des accessoires pas chers et qui finalement ne heurtent pas mon ego en se disant t'as acheté un boîtier d'occasion. Voilà, moi-même j'ai acheté beaucoup d'objectifs ou de boîtiers d'occasion. Et j'ai même acheté plus d'occasion que je n'ai acheté neuf. Parce que moi, ce qui m'intéresse, par exemple, c'est d'avoir le potentiel de l'objet, plus que d'avoir l'objet neuf. Voilà. Certes, il y a un plaisir à ouvrir la boîte, à se dire qu'on est le premier à mettre la main dessus, et ainsi de suite. Mais bon, c'est un plaisir très éphémère. Hein. Voilà. D'autant plus que si on cherche bien, on trouve à peu près tout en occasion, au prix de l'occasion, jamais servi, emballé, neuf, en boîte, et ainsi de suite. Donc, voilà. La disponibilité en occasion d'accessoires peut être un critère de choix parce que c'est une habitude d'achat ou que pour la photo, vous dites que finalement, vous vivrez bien avec du matériel d'occasion et que ça fonctionnera très bien. Un autre critère de choix de marque, par exemple, ça va être la disponibilité d'accessoires dans des marques tierces. C'est-à-dire que, par exemple, vous dites que, je vais construire mon système avec, il va falloir un boîtier, un objectif, mais ce que j'aimerais, c'est pouvoir faire des photos dans des voyages où j'aurai pas toujours une prise électrique, et puis donc dans ce cas-là, il va falloir que j'achète plusieurs accus, et puis vous regardez le prix des accus de marque, Canon, Nikon, Pentax, Leica, et puis quand vous voyez le prix des accus chinois, vous dites, bon, c'est pas la même qualité, c'est pas la même qualité du tout, mais si vous êtes du genre à faire un gros voyage par an, et que vous dites, pour ce voyage-là, j'ai besoin d'être tranquille du point de vue des accus pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours de suite, et qu'il va me falloir, alors c'est difficile à anticiper, parce que vous ne savez pas combien vous allez faire de photos par jour, surtout si c'est votre premier boîtier.
Mais vous allez vous dire, bon, bah, il va me falloir plusieurs accus. Et bien peut-être que ça vaut le coup d'acheter pour le même prix, pour le même investissement, 4, 5, 10 accus chinois contre 1 ou 2 accus de la marque. Parce que suivant les marques et suivant les modèles, le rapport de prix peut aller de 1 à 5. Oui, 1 à 5 au moins. Oui. Ça dépend des marques d'appareils photo. Donc, suivant la disponibilité d'accessoires dans des marques tierces, ça peut être aussi un critère de choix. Voilà, pour les modèles. Une autre possibilité pour choisir une marque, c'est, là vous êtes actuellement sur YouTube, puisque cette vidéo est diffusée en exclusivité sur YouTube, exclusivité mondiale. C'est avec la disponibilité de tutos, de tutoriels qui se rapportent à votre marque. Parce que vous vous dites, bon, finalement, je préfère avoir quelqu'un qui m'explique, je préfère cette chaîne-là parce que j'ai un Canon et qu'il explique avec son Canon, ou telle autre marque parce que j'ai un Nikon et qu'il explique avec son Nikon. Voilà, ou j'ai un Pentax et il explique avec son Pentax. Voilà, des tutos spécifiquement Pentax, par exemple, j'en ai pas vu beaucoup, mais j'en ai pas cherché non plus. Un autre critère de sélection de marque, ça va être bien sûr, là on va rentrer un peu dans le vif du sujet, ça va être le critère de prix. Alors, le prix du modèle choisi, que vous espérez, et le prix du haut de gamme. Si, toujours par rapport au premier critère, c'est-à-dire quelle est votre motivation première et votre motivation profonde, suivant à quel niveau vous voulez vous élever, à quel niveau vous voulez monter, obtenir, quel niveau vous voulez avoir en photo, les types de sujets que vous voulez aborder, des choses comme ça. Vous pourriez vous dire, ah bah oui, j'ai regardé les photos sur Flickr, j'ai regardé les photos sur les forums, et ainsi de suite, et puis je me suis aperçu que ceux qui font ça, ils ont plutôt du gros matos. Et puis moi, je ne vais pas acheter du gros matos tout de suite, parce que j'ai pas les moyens, et puis que je ne suis pas sûr que ça va me plaire, mais je vais acheter une marque dans laquelle il y a le gros matos qui me fait rêver. Si vous voulez par exemple faire des photos de macro de libellules en plein vol, c'est pas un Hasselblad qu'il vous faut, hein, c'est sûr. Voilà, c'est plutôt un boîtier avec un autofocus très performant et puis un objectif plutôt grande focale et plutôt assez ouvert avec des possibilités macro. C'est pas toutes les marques qui le proposent. Donc Donc on va choisir son modèle en fonction, sa marque pardon, en fonction du premier modèle qu'on va s'acheter, et puis du prix des modèles haut de gamme, savoir s'ils sont accessibles ou pas. Après, on va choisir une marque en fonction d'une utilisation particulière. Alors par exemple, si vous voulez faire de la photo astronomique, si vous voulez faire de la street photo, de la photo de rue, si vous voulez faire de la macrophotographie, si vous voulez faire de la photo d'architecture, si vous voulez faire, je dirais même de la photo de voyage, par exemple. La photo de voyage, il y a certains matériels dans certaines marques qui ne sont pas forcément tip-top à utiliser parce que c'est tout de suite très gros, c'est tout de suite très lourd, et ainsi de suite. Et puis, d'un autre côté, il y a des matériels qui vont très bien pour la photo de voyage parce que c'est petit, léger et que ça tient dans la poche, mais si vous voulez faire la macro, de la photo de libellule en plein vol, ça ne sera peut-être pas ça non plus. Donc voilà, il va falloir évaluer ça en fonction des utilisations particulières. Une fois qu'on a fait tout ça, on va pouvoir choisir la marque en fonction du coût total du système que l'on rêve. Dont on rêve. Parce que toujours motivation primaire, motivation profonde, si votre motivation profonde c'est faire tel type de photo, photo de voyage, photo de voie lactée, photo d'astronomie ciel profond, ce que j'appelle le ciel profond,
La photo de Voie lactée, c'est les étoiles. La photo d'astronomie ciel profond, c'est les nébuleuses, les galaxies et les choses comme ça. Où eh bien, vous allez arriver en fouillant sur les forums, en fouillant sur les vidéos. Alors, sur ma chaîne, ce sont des vidéos qui viendront après, hein, c'est plutôt vers la fin, ça. Donc, vous allez échafauder un projet d'un système total qui va, alors par exemple, je vais dire une bêtise, mais enfin, je vais dire un exemple. Chez Nikon, vous pourrez dire, ah ben voilà, il me faudrait un D5, il me faudrait, pas un D5, il me faudrait un D850 par exemple, et puis il me faudrait un 600 ouvert à 4, et puis il me faudrait un objectif tilt shift, et puis il me faut, pour faire de l'architecture, et puis il me faudrait pour faire de la macro, et ainsi de suite. Donc vous allez remplir des choses, on peut faire ça dans un fichier Excel par exemple, en choisissant bien les cases, les colonnes, des choses comme ça, et donc voilà, vous faites des colonnes par marque, en haut, tac, 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 et puis colonne B, Canon, colonne C, Nikon, colonne D, Pentax, colonne E, Leica, ou Olympus, ou ce que vous voulez. Et puis, en ligne horizontale, vous marquez photo animalière. Bon, photo animalière. Alors, puis en dessous, vous avez marqué 600 f4, par exemple. Et vous dites, voilà, il me faut un 600 f4. J'ai vu genre sur YouTube, pas sur YouTube, sur Flickr, les photos qui font 600 f4, ça me plaît, ça me botte, je fais la même chose. Puis voilà, puis vous marquez le prix du 600 f4 de chez Canon, de chez Nikon, de chez Pentax, de chez Olympus, et ainsi de suite. Et puis voilà, puis à la fin, vous faites un total, et puis vous voyez combien vous emmène le prix neuf. Alors vous pouvez faire prix neuf, prix d'occasion, et ainsi de suite. Avec Excel, on peut faire plein de choses. On peut insérer des colonnes là où il en manque. Hein. Regardez insertion colonne. Alors insertion colonne, la colonne se met avant la colonne sélectionnée. Enfin voilà. Et puis vous faites des additions, des sommes, et vous voyez où ça vous emmène. Et puis si vous dites, bon bah oui, Canon c'est pas mal, mais ça m'emmène à un taux d'investissement totalement déraisonnable pour moi, parce que ça représente 4 fois le prix de ma voiture. Vous dites, non, pour l'instant, bah, je suis désolé, je ne sais pas si j'aime la photo assez pour investir l'équivalent de 1 mois, 2 mois, 10 mois, 20 mois, 30 mois de salaire dans un système photo. Sachant que, sauf si vous avez gagné au loto, vous n'allez pas tout acheter d'un coup. Et puis, de toute façon, si vous achetiez tout d'un coup, vous n'allez pas tout maîtriser d'un coup à l'usage. Hein. Voilà, pour maîtriser une longue focale, ça prend du temps, il faut des occasions, il faut s'investir soi-même dans son projet. Voilà. Donc, en fonction du coût total du système, de vos rêves. Après, un des derniers points pour choisir une marque, ça va être en fonction de l'ergonomie. La prise en main, les menus, des choses comme ça. Parce que, alors moi, j'ai plusieurs marques, mais pour le plus courant et le plus conventionnel, je suis chez Nikon. Et beaucoup d'utilisateurs de Canon vous expliquent que les menus de chez Nikon sont impossibles. De même que les menus de chez Sony, pour les gens qui viennent de chez Canon, ils se plaignent des menus de chez Sony. Moi, je n'ai pas d'avis là-dessus, parce que je n'ai pas exactement de Canon pour juger sur les menus de Canon qui seraient meilleurs ou pas. J'ai pas l'impression, le peu de fois que j'ai fouillé dans des menus de Canon, ça m'est arrivé. Je ne les ai pas trouvés plus intuitifs ou plus parlants que Nikon ou même que Sony ou que Panasonic ou des choses comme ça. Quand vous possédez le vocabulaire photo,
d'où les premières vidéos sur le vocabulaire photo. Les menus, qu'ils soient traduits avec les pieds ou pas, sont quand même parlants. Donc pour moi, ce n'est pas un réel problème à ce niveau-là. Et j'ai plusieurs marques en numérique, et donc avec à chaque fois des architectures de menus différentes. Et je me retrouve dans l'un comme dans l'autre. Alors bon, c'est peut-être exceptionnel ou pas, mais pour moi, c'est pas réellement un critère. Mais pour certaines personnes, ça peut être un critère. Notamment la prise en main. Parce qu'il y a des gens qui ont plutôt des grosses mains, des gens qui ont plutôt des petites mains. Et ça, à la limite, c'est un critère d'ergonomie et un critère de choix de marque qui est, à mon avis, parfaitement compréhensible. Donc il faut aller dans les magasins pour voir un peu les modèles, si vous, toujours en partant de l'idée que votre premier appareil sera plutôt un modèle courant, et ainsi voir celui que vous allez avoir le mieux en main. Voilà, vous testez, vous prenez en main, vous écoutez à moitié ce que dit le vendeur, parce que de toute façon le vendeur lui il cherche à vous en vendre un, et puis vous ne savez pas encore exactement ce que vous voulez acheter, ce que vous voulez voir c'est comment vous l'avez en pogne. Voilà. Le dernier critère que j'ai revu, c'est en fonction de la complémentarité des modèles dans la marque. Voilà. Votre premier appareil va peut-être être un appareil d'entrée de gamme, éventuellement par exemple un format DX avec petit capteur, parce qu'après tout pour commencer c'est déjà bien et ça permet de faire des choses. Mais on peut voir comment, dans telle marque, le modèle d'entrée de gamme peut être complémentaire d'un modèle suivant, d'un éventuel modèle suivant, plus haut de gamme, vous donnant accès à certaines fonctions que ne vous donne pas accès, auxquelles ne vous donne pas accès le modèle d'entrée de gamme. Sachant que quand vous achetez un modèle d'entrée de gamme, vraiment niveau le plus entrée de gamme que l'on puisse trouver, c'est un modèle qui va être difficile à revendre au cas où. Ou alors achetez-le directement sur le Bon Coin ou sur eBay, parce que c'est de l'argent qui sera difficile de récupérer. Donc, dans votre choix de marque, ça vaut le coup de bien l'intégrer dans l'évolution du système et de voir comment il pourrait être complémentaire d'un appareil plus évolué, plus répondant mieux à votre motivation profonde pour acquérir un matériel photo. Chaque marque propose des boîtiers adaptés à chaque niveau, du débutant au haut de gamme professionnel. Une entrée de gamme n'est pas forcément un appareil photo bas de gamme. C'est-à-dire que quand on pense, d'abord on peut le penser parce que ces boîtiers se trouvent être moins chers. Ils se trouvent être moins chers aussi que le haut de gamme, bien sûr. Ils peuvent aussi être moins chers, tout simplement parce que ils en vendent 10 fois plus, 20 fois plus que les boîtiers professionnels haut de gamme. Ça peut être la raison principale pourquoi le D3300 ou le D3600 de chez Nikon est beaucoup moins cher que le D5 de chez Nikon. Tout simplement parce que en nombre d'appareils produits, il y a une différence de 1 à 10 ou de 1 à 100, carrément. Donc, les processus industriels mis en œuvre sont différents et la conception même des appareils sont différentes. Voilà. Mais ce que je tiens à préciser, c'est qu'un boîtier entrée de gamme n'est pas forcément un appareil bas de gamme, c'est-à-dire fabriqué avec des matériaux moins nobles ou des solutions techniques moins résistantes. Ce n'est pas forcément le cas.
ça peut être le cas, parce que quand vous fabriquez en très très grande quantité, eh bien, vous allez avoir beaucoup plus recours à l'injection plastique que d'autres choses. Vous allez peut-être simplifier les possibilités de réglage de l'obturateur, de la mécanique, et ainsi de suite. Paradoxalement, alors donc, ça c'est la première étape. Le deuxième point, donc, peu de marques fabriquent leurs capteurs. Nikon en fabrique, Canon en fabrique, Sony en fabrique pour beaucoup de fabricants. Donc, mais fabriquer des capteurs c'est cher, et donc du coup ils réservent ça plutôt à leurs boîtiers haut de gamme, les boîtiers de gamme professionnelle et ainsi de suite. Donc il est très possible que vous trouviez le même capteur chez plusieurs fabricants, notamment dans les boîtiers d'entrée de gamme. Et donc du coup, le capteur sort du jeu de la sélection d'un boîtier par rapport à un autre, puisqu'on peut avoir le même capteur chez les deux fabricants. Par contre, il y a une chose, c'est que toutes les marques font leur firmware et l'électronique de traitement des fichiers. C'est-à-dire que le firmware, c'est le logiciel qui est dans l'appareil photo qui gère l'ordinateur qui est dans l'appareil photo, qui lit le capteur CCD et fait les premiers traitements et enregistre sur la carte. Et donc, et le firmware gère aussi les menus et ainsi de suite. C'est pour ça que certains boîtiers, l'avion qui passe, certains boîtiers ont des firmware qui évoluent dans le temps. Et puis, du coup, il y a des nouvelles fonctions qui apparaissent et ainsi de suite. Par exemple, si on prend le cas, là on est en juin 2019, il y a le Z6 et le Z7 qui sont apparus il y a quelques mois maintenant. Sony a fait un carton avec, sur les Sony Alpha 7 génération 3, donc A7R3 et A7 III, avec l'autofocus qui suit les yeux et qui suit les visages. Et ben, Nikon l'a implémenté dans le firmware suivant du Nikon Z6 et du Nikon Z7, et du coup a gommé un gros critère de choix qui était l'autofocus qui suit, qui fait carrément, qui détecte dans la photo les yeux du modèle et fait la mise au point sur les yeux du modèle. Et le Canon EOS R là aussi, alors qu'il ne l'avait pas au départ. Je crois. Je ne suis pas spécialiste de Canon. Bon. Donc, parce que ça, les marques ont la main dessus et que ce n'est jamais que de l'algorithme et de l'informatique. Donc, c'est des choses qui peuvent évoluer. J'ai un boîtier, le Leica M8. J'ai peut-être changé mon firmware. Il y a peut-être eu 6 ou 7 versions de firmware, et à chaque évolution du firmware, on avait un réel gain en qualité d'image du point de vue de la colorimétrie, et ainsi de suite. C'est-à-dire que si, quand je regarde mes photos qui ont été faites avec le firmware 1.02, j'ai dû commencer là, et par rapport à celle qui était avec le dernier firmware qui doit être le 2.02 ou 2.3 ou je ne sais plus quoi, c'est le jour et la nuit. Hein. On ne croit pas que c'est pris avec le même appareil photo. Donc il y a des marques qui font évoluer leurs appareils par évolution du firmware, et puis d'autres un peu moins. Pour ça, il faut aller voir dans les forums et ainsi de suite, parce que moi je n'ai fait évoluer les firmware que des appareils que j'ai. Pour la conclusion de comment choisir une marque, une fois que vous aurez fait votre tableau Excel et que vous aurez choisi et que vous aurez rempli toutes les cases, toutes les lignes, toutes les colonnes, et fait toutes les additions possibles et en diagonale et en travers et ainsi de suite, on va s'apercevoir que finalement, par exemple, il y a peu de solutions, faible poids de l'ensemble,
Oui, par exemple, ça c'est un truc, voilà, vous mettez le prix, puis vous mettez le poids. Le poids de l'objectif, le poids du boîtier, et ainsi de suite. Puis après, vous faites aussi l'addition sur les kilos. Parce que il y a un truc qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que trop de matos, ça plombe. C'est-à-dire que oui, c'est sympa d'avoir beaucoup de matériel, mais puis en final, quand vous allez partir en balade ou un truc comme ça, vous allez voir votre sac à dos là, qui va faire 50 litres, qui va peser 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg. Ça peut être un frein à la motivation. Donc voilà, la motivation, c'est pour ça que je parle de motivation première. Je vais faire des photos, ouais, super, je vais me balader dans la montagne, je vais faire des paysages à la chambre, en montagne, en autonomie pendant 15 jours. Et puis après, quand vous dites en montagne, ouais, d'accord, pourquoi en autonomie? Ah, pendant 15 jours, ah oui, 15 jours, il faut amener la bouffe. Hein. Puis il faut amener des rechanges, et puis ainsi de suite. Et puis en montagne, eh ben, si vous faites 80 kg de muscles, vous pouvez porter 8-10 kg, grand max, en montagne. C'est un dixième du poids, un vingtième. Et ben vous allez vous apercevoir, une fois que vous avez mis toute la bouffe en poudre, les vêtements ultra légers, les fourrures polaires, les sous-vêtements en fibres synthétiques issues de l'espace et ainsi de suite, que finalement il vous reste 1,5 kg, 2 kg, grand max, pour mettre votre appareil photo. Si votre envie c'était d'emmener une chambre au grand format 20-25, en 1,5 kg, ça va être difficile à réaliser. Donc finalement, quand on fait un peu la conclusion de choisir une marque, bah, c'est qu'il y a peu de solutions qui permettent d'avoir une grande qualité d'image, mais avec des appareils très faible poids, des objectifs très petits, et ainsi de suite. Voilà, parce que une grande qualité d'image implique souvent des optiques complexes, éventuellement de grand diamètre, donc avec beaucoup de verre, des grands capteurs, parce que bon, les défenseurs du micro 4 tiers vont vous expliquer que non, ça fait aussi bien. Moi, je demande à voir. Enfin, j'ai pas été convaincu par leurs arguments. Et donc, voilà. Et tout ça, ça représente un poids et un encombrement et un prix conséquent. Voilà. Donc voilà à peu près tout ce que l'on peut dire sur comment choisir une marque, quels sont les critères. Finalement, il y a assez peu de critères techniques, il y a beaucoup de critères environnementaux. Alors il y a assez peu de critères techniques parce que tout simplement, au jour d'aujourd'hui, en 2019, on ne peut pas exactement dire qu'il y a un système, une marque qui se détache vraiment des autres. D'un point de vue commercial, si. Là actuellement, il y a Sony qui fait un carton. Sony, ils sont passés au 3e rang mondial il y a très peu de temps, et vraiment avec la série Alpha 7, oui, ils font un carton. Comme je vous l'ai déjà dit, personnellement, je pense que c'est un épiphénomène. Et on commence à voir des gens qui en reviennent, entre guillemets, ou qui essayent d'autres choses, et ainsi de suite. Parce qu'ils sont aperçus que la publicité ou le vent qui a été fait autour de ça, ça a été peut-être pour eux, pour leur utilisation, pour leurs critères de qualité, un miroir aux alouettes. Voilà. Sachant que c'est pas parce que des millions de personnes l'utilisent que c'est forcément bon pour vous, mais ce n'est pas non plus expressément parce que des millions de gens l'utilisent que ça ne pourrait pas être aussi bon pour vous. C'est pour ça que cette vidéo est quand même assez délicate à faire et à expliquer, parce que
la réponse est en vous. C'est vous qui avez la réponse. Moi, je ne peux que vous donner que des voies à suivre, des réflexions à avoir, des mesures à faire, à constater pour évaluer combien, comment vous êtes prêt à vous investir par rapport à une passion dont vous n'êtes pas encore sûr que ça va être une passion ou un petit hobby ou une passade et ainsi de suite. Voilà. Parce que on en revient au point numéro 2 qui paye. Voilà. Alors, si c'est vous qui payez et que vous assumez totalement vos erreurs, il n'y a pas de souci. Allez-y, faites-vous plaisir et voilà. On va continuer sur comment construire un système. Alors, une fois la marque choisie, excusez-moi, on va voir comment construire un système. Un système, quand j'emploie le mot système au sens industriel du terme, quand on fait un produit, quand on fait un instrument, quand on fait un gros truc, on a ce qu'on appelle l'ingénieur système, qui est là pour gérer les interfaces entre les différents intervenants. C'est dans ce sens-là que j'emploie le mot système. Ça s'applique. Donc, une fois, je marquais, une fois la marque choisie en fonction de son potentiel, il convient de faire caler la réalité financière au rêve de grandeur. Voilà. Ça va être le premier problème. Parce que, en début de vidéo, donc, on a réussi à choisir une marque en fonction d'envie, en fonction de critères ergonomiques, en fonction de critères techniques, mais surtout d'envie. Quelle est la motivation première, quelle est la motivation profonde. Par exemple, voilà, si vous voulez un Leica pour faire de la photo de rue comme Doineau, si vous voulez un gros tronc pour faire du lagopède en Laponie, si vous voulez faire des macros de fous d'insectes en plein vol, c'est, pour prendre ces trois exemples-là, on va tomber à chaque fois sur une marque différente, si on va tomber sur un coût différent du système et des choses comme ça, et puis on commence. Je pars du principe que vous commencez, que vous n'avez même pas acheté d'appareil photo, et qu'est-ce qu'on va choisir? Voilà. Alors, bien sûr, en n'y connaissant rien, sauf si vous en êtes réellement à la 16e vidéo que vous voyez chez moi, et avec seulement 5% du capital. Voilà. Donc la première chose à voir, c'est jusqu'où vous pensez pouvoir être prêt à aller financièrement dans votre projet. Et si vous voulez faire des photos de lagopède en Laponie, ça sous-entend qu'un jour vous allez en Laponie. Un voyage en Laponie, c'est 3-4 000 euros. Voilà. Si vous mettez 10 ans à économiser 3-4 000 euros, je dirais achetez-vous une petite paire de jumelles, pas trop chère, et puis économisez pour au moins vous serez allé en Laponie et vous aurez vu vos lagopèdes. De là à les photographier, c'est un autre problème. Donc il faut trouver le modèle qui, soit accessible par le budget disponible, pour commencer, toujours dans l'idée de pour commencer, mettre le pied à l'étrier. Le plus judicieux en fonction du but à atteindre, donc le système de rêve, et 3, puisque vous n'y connaissez rien, façon de parler, le plus formateur. Voilà. Alors, pour le point, donc, accessible par le budget disponible. Alors, c'est évident, soit vous l'achetez, alors on peut l'acheter neuf, on peut l'acheter d'occasion, on peut l'acheter comptant, et on peut l'acheter à crédit. Alors, si vous pouvez l'acheter neuf, éventuellement achetez-le neuf. Si vous pouvez l'acheter d'occasion, il sera moins cher que neuf. Et le pognon récupéré du différentiel entre le prix du neuf et de l'occasion va peut-être vous permettre d'économiser du pognon pour aller en Laponie,
ou pour éventuellement acheter plus tard un accessoire autre qui vous rapprochera de plus en plus de votre système idéal. Vous pouvez le payer comptant, ou vous pouvez l'acheter pour certaines marques. Certaines marques proposent des crédits. Alors, quand on bien, je parle bien des crédits proposés par les marques. Je ne vous propose pas du Cofinoga ou du Cofidis ou des choses comme ça. Là, actuellement, donc on est en juin 2019, on est encore sous le régime de l'euro, on est encore avec une inflation officielle proche de zéro, et on est actuellement avec des taux d'emprunt inférieurs à 5%. Inférieurs à 5%. Voilà. Ça, c'est la situation économique actuelle. Certaines marques, je pense par exemple notamment à Leica, mais il y en a peut-être aussi chez d'autres, il faudrait vérifier ça, il faut regarder, proposent ce qu'on appelle des leasing. Le leasing, c'est la location avec option d'achat. C'est une forme de crédit où vous payez tous les mois et puis à la fin, vous avez une dernière mensualité qui est un peu plus chère et vous rachetez l'objet que vous louez. Parce qu'en fait, pendant toute la durée du crédit, vous n'en êtes pas réellement propriétaire, vous le louez. Et le fait que vous le louez, ça vous change de fiscalité au niveau de la TVA. Et donc, du coup, les leasings ont un pourcentage qui se calcule facilement. Moi, j'ai déjà acheté des boîtiers, des appareils photo en leasing, et au global, à la fin, le coût du crédit m'a coûté 3% de plus que le prix, ou 8% de plus que le prix du boîtier lui-même, si je l'avais payé comptant. Mais ça, au bout d'un an. Au bout d'un an. Et, ou de 2 ans, suivant la durée que vous prenez. Et donc, du coup, on va dire, oui, mais vous empruntez à 4% ou à 8%, c'est vrai. Mais 4% ou 8% sur 2 ans, ça n'est pas la même chose que 4% par an pendant 2 ans. Ça, il faut faire les calculs, il faut regarder. En fait, le plus simple, c'est vous prenez l'offre de crédit, vous ne la signez pas, vous la prenez, et puis vous additionnez toutes les mensualités, et puis vous regardez la différentielle avec le prix du boîtier neuf. Sachant que les prix du boîtier augmentent tous les ans. Enfin, c'est pas tout à fait vrai. Il y a une augmentation tous les ans dans les marques, et les prix des boîtiers ou des objectifs peuvent être amenés à fluctuer d'une année sur l'autre. Alors pour les appareils photo numériques, ça a plutôt tendance à diminuer, mais ça ne diminue pas aussi vite que vous allez le payer. Et parce que sinon on attendrait tenter plus. D'ailleurs, si on regarde par exemple, alors Sony est une marque intéressante parce que Sony, pour l'instant, n'arrête jamais de commercialiser les anciens boîtiers. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, vous pouvez acheter neuf la première version du Sony Alpha 7. Et le Sony Alpha 7, quand il est sorti, il devait être à 4 000 €, ou un truc comme ça, ou 2000, non pas 4 000 €, il devait être à 2 500 €, ou 2 000 €, ou quelque chose comme ça. Et là, maintenant, vous pouvez acheter un Sony Alpha 7 pour moins de 1 000 € en neuf. Avec, c'est toujours le même qu'il y a 4 ans, ou 6 ans, avec les mêmes petites batteries qui ne durent pas, et ainsi de suite. Mais vous pouvez avoir un boîtier neuf 24-36 qui devait faire, je ne sais plus, je ne connais pas bien Sony, mais qui devait faire 10 millions de pixels, 12 millions de pixels, ou je ne sais pas combien, ou 20 millions de pixels, pour grosso modo 200 € de plus que le dernier des Canon ou des Nikon d'entrée de gamme. C'est une question à se poser. On va voir ça. Donc le leasing, c'est du fait que vous louez l'appareil pendant la durée du crédit et qu'il n'est à vous qu'à la fin, ce n'est pas la même fiscalité sur la TVA, et
le différentiel de TVA gomme le différentiel du coût du crédit à la consommation qui est quand même assez élevé. Et donc du coup, c'est intéressant, notamment pour les pièces chères, quoi, voilà. Certain que si vous commencez à faire un leasing pour acheter un boîtier à 300 ou à 600 euros, eh ben, je dirais continuez à faire de la photo avec votre smartphone parce que vous n'aurez pas les moyens financiers d'aller jusqu'à votre rêve ultime, d'aller photographier des lagopèdes en Laponie par exemple. Voilà, donc le crédit pour des objets chers en photographie est envisageable tout simplement parce que les marques sponsorisent le crédit par LOA ou par leasing. Il va de soi que si on écoute les plus pessimistes et qui disent que la zone euro va exploser et que donc on va abandonner l'euro et ainsi de suite, vaut mieux avoir des crédits que d'avoir de l'argent en banque en ce moment. Enfin bon, sachant qu'un crédit vous engage à le rembourser. Voilà, lisez les petites lignes. Mais si on passait en francs et que le franc serait dévalué de 20%, eh ben, vous rembourseriez votre leasing, votre crédit avec 20% de moins. Ensuite, alors, le point 2, c'était le plus judicieux en fonction du but à atteindre. Alors, c'est là où je vous avais dit que, bon, avant que, alors j'ai plié mon bazar, je le déplie, je vous avais dit, en fonction de la complémentarité des modèles dans la marque. Alors, effectivement, donc, pour commencer et voir, et d'abord apprendre, commencer pour apprendre la photographie, et puis, avant de se lancer dans des dépenses plus importantes, eh bien, on pourrait commencer par un modèle compatible avec le projet et qui soit complémentaire du modèle sélectionné par comment choisir une marque. Et donc, du coup, si vous avez une complémentarité, eh bien, ne serait-ce que ça, bah forcément ces deux boîtiers vont utiliser les mêmes objectifs, par exemple. Eh bien, vous aurez ainsi la possibilité d'avoir deux potentiels différents qui peuvent être complémentaires. Par exemple, si vous commencez avec un boîtier DX, mais que vous savez très bien que ce que vous voulez faire va nécessiter un boîtier en plein format, eh bien, le boîtier DX, vous pourriez le garder après pour faire du portrait avec des optiques plutôt anciennes, plutôt manuelles, ou par exemple. Voilà. Donc, le point 3, c'était un boîtier, choisir d'abord un boîtier qui est formateur. Voilà, donc pour apprendre. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas réellement de grande différence entre un boîtier professionnel, top moumoute, super qualité, vachement cher, et le boîtier d'entrée de gamme. Ils ont tous les deux une baïonnette pour monter les objectifs, ils ont tous les deux un déclencheur pour déclencher, ils ont tous les deux la possibilité de mettre au moins une carte mémoire pour sauvegarder les images, et puis finalement, ils ont tous les deux un certain nombre de mégapixels. Alors, par exemple, là, ce qui me filme aujourd'hui, c'est un D5300, il a 24 millions de pixels. 24 millions de pixels, pour un boîtier d'entrée de gamme, c'était juste impensable il y a 5 ou 6 ans. Les boîtiers haut de gamme n'avaient même pas 24 millions de pixels. Donc là, tout d'un coup, bon, boîtier d'entrée de gamme, pouf, 24 millions de pixels. C'est étonnant. Enfin bon, on vit dans un monde merveilleux. Il a, comme le D5, le mode PSAM, hein, programme, speed, aperture et manuel. Il a des programmes que n'a pas le D5, du genre macro petite fleur, portrait, sportif, des choses comme ça, qui sont des modes résultats, qui servent à rien. Faut pas les employer. Enfin, voilà. Par contre, ce qu'il n'a pas par rapport au D5, c'est simplement une deuxième molette.
Vous voyez, j'ai une molette pour changer un des paramètres, la vitesse par exemple. Il faut que j'appuie sur un bouton pour que la molette permette de changer le diaphragme. Alors, c'est assez intéressant parce que là, on parle d'un composant qui doit avoir un coût de fabrication ridicule. Je ne sais même pas si une molette installée sur le boîtier représente ne serait-ce que 1 euro de coût de fabrication. Mais voilà, le boîtier entrée de gamme, pouf, une molette. Et alors moi par exemple, si on prend chez Nikon, là j'ai un D5300. Alors j'ai acheté le D5300 quand le D5600 venait de sortir. Je l'ai acheté neuf, en boutique et tout ça. C'est pas un vieux nanar qui traînait, il était encore au catalogue de chez Nikon. Simplement, voilà, ils gardent 2-3 modèles comme ça. Je ne pense pas qu'on puisse acheter encore aujourd'hui un D5000, je ne pense pas. Mais voilà, on pouvait encore acheter le D5300 quand le D5600 venait de sortir. Il était en promo, ainsi de suite, voilà. Et puis, c'est pas exactement le premier modèle d'entrée de gamme, il y a aussi le D3300, et le modèle un peu plus haut de gamme, toujours dans les modèles amateurs, il y a le D7000, pardon, le D7000, on doit en être au D7200. Et bien par exemple, typiquement, moi j'ai choisi le D5300 spécifiquement par rapport au D5400, 5500 ou 5600, c'est tout simplement que à partir après celui-là, ils ont enlevé la prise micro. Donc moi, comme je l'ai acheté pour faire des vidéos, il faut que je branche un micro, et donc du coup, moi il me fallait une prise micro. Et donc, voilà, D5300 très bien, ceux d'après, pas de prise micro, pas de vidéo. C'est aussi simple que ça. Donc du coup, la fonction vidéo ne sert à rien si vous ne pouvez pas mettre un micro. Au départ, j'étais parti pour acheter un D3300. Et puis, donc le D3300 était le modèle, et puis il venait de sortir le D3400, donc le modèle juste d'après. Et le modèle d'après, D3400, n'a pas non plus de prise micro, et il n'a pas l'écran la série D3000 n'a pas l'écran qui se tourne face caméra de façon à vérifier que ça enregistre encore et qu'il y a des piles et ainsi de suite. Et donc du coup, et le différentiel de prix était très faible. C'était une centaine d'euros. D'abord parce que, comme il y avait le D5400, 5500 et que le D5600 arrivait, forcément, le prix du D5300 chutait. Donc, il y avait une promo chez Miss Numérique qui proposait le boîtier, l'objectif du kit, un filtre et un accu supplémentaire pour 666 euros. Je m'en souviens, j'ai acheté une carte, et avec la carte, ça me mettait à 666 euros. Voilà. Je me suis dit, bon, on s'arrête là. Diable que c'est cher. Bon, et donc du coup, voilà, alors c'est pas mon premier boîtier, c'est un boîtier que j'ai acheté spécifiquement pour faire ces vidéos sur YouTube. Et donc, moi je cherchais un boîtier sur lequel je puisse brancher un micro, et voilà. Alors, je reprends mon argumentaire. Donc, toujours dans l'idée de faire coller, de construire un système, je reste toujours je suis mes notes, donc là je ne m'égare pas. Donc on est toujours dans comment construire un système. Donc en partant de l'idée, voilà, on a un fantasme, un rêve d'un système photographique idéal par rapport à ses besoins supposés et répertoriés, connus, parce que on part avec l'idée de faire tel type de choses, et puis petit à petit, on va évoluer, on va changer d'idée, on va vouloir faire autre chose, et ainsi de suite. Et heureusement que dès qu'on a une idée, on n'en a pas d'autre après. Bon. Donc, toujours dans l'idée de faire coller
d'avancer dans ce rêve, dans cette utopie du système parfait, et d'avancer jalon par jalon, de manière la plus judicieuse et la plus économique possible. On peut être amené à prendre le boîtier d'entrée de gamme ou entrée de gamme plus, et puis l'objectif du kit. Alors ça, on peut l'acheter neuf ou d'occasion. D'occasion, ça se trouve, et en général, ça n'a pas beaucoup de déclenchement et ça n'a pas beaucoup servi. Mais le problème de l'achat d'occasion quand on débute, c'est que l'on ne sait pas quoi regarder pour pas se faire refiler un nanar qui est tombé dans la piscine ou qui a du sable dedans, et ainsi de suite. Donc acheter d'occasion, c'est assez délicat quand on n'y connaît rien. C'est le meilleur moyen de se faire rouler, quoi. Voilà. Si c'est vraiment pas cher, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Alors, si on n'a pas peur d'acheter d'occasion, ou si on peut se faire aider par quelqu'un, d'où l'importance d'avoir quelqu'un dans son entourage qui peut vous aider à acheter d'occasion, parce que vous n'êtes pas seul, enfin j'espère que vous n'êtes pas seul. Il y a des gens, enfin voilà, je ne voudrais pas créer d'impair, je ne voudrais pas faire de peine à personne. Mais voilà, donc vous avez la possibilité de vous faire conseiller par des gens qui sont étrangers à la transaction. Vous avez demandé un conseil à un vendeur d'une grande marque, pas d'une grande marque, mais d'une grande enseigne ou des choses comme ça, sur qu'est-ce que vous me conseillez. Il va vous conseiller ce qu'il a à vendre. Il va vous conseiller ce que son chef de rayon lui a dit, tiens, aujourd'hui on fait un challenge, celui qui réussit à vendre tel appareil, il a une prime, ou un truc comme ça, parce qu'ils font ça dans les grands magasins pour motiver les vendeurs, pour leur changer un peu de leur crasse de travail, de leur routine de travail, voilà. Donc aller demander un conseil à un vendeur, c'est pas la meilleure personne placée pour vous aider et vous apprendre quelque chose du tout. Donc il faut faire attention à ça. Et par contre, vous pouvez vous rapprocher demander conseil à des gens de votre entourage ou de votre entourage que vous connaissez, ou aller vous inscrire sur des forums pour demander des avis, des choses comme ça, et puis après, éventuellement, enfin voilà, je veux dire, vous lier avec quelqu'un sur des forums, discuter avec des gens, essayer de détecter les personnes qui sont serviables ou pas, les personnes qui sont prêtes à aider ou pas, les personnes qui sont réellement au courant de ce dont ils parlent, parce qu'il y a beaucoup sur les forums, il y a beaucoup de gens qui disent n'importe quoi, et quand on connaît le sujet, on s'aperçoit qu'ils déraillent complètement, enfin voilà. Et donc acheter d'occasion n'est pas impossible, Ou alors acheter à des veuves. Les veuves, quand elles vendent, c'est... Parce qu'on peut toujours se poser la question de pourquoi la personne vend du matériel photo qui était cher, et des choses comme ça. Donc il y a des périodes intéressantes pour acheter du matériel d'occasion, c'est par exemple quand il y a un nouveau modèle qui sort. Les gens vont vendre, beaucoup de gens vont vendre pour acheter le nouveau modèle. Et donc du coup, mais peut-être que l'ancien modèle convient très bien, et ainsi de suite. Voilà. Donc on peut acheter éventuellement d'occasion un boîtier qui ne sera pas un boîtier d'entrée de gamme, mais un boîtier entrée de gamme plus ou expert. Alors par exemple, si on va toujours chez Nikon, et bien là on est en 2019, pardon, donc on peut regarder peut-être le D7200 ou le D300S, voire même déjà le D500, qui commence déjà à avoir une paire d'années. Si on regarde les formats 24-36, on peut regarder le D700 qui est déjà très très vieux, le D750 qui a une paire d'années, ou le D800, voire même le D810, parce qu'il y a le D850 qui existe déjà depuis 1 an ou 2. Donc elle est tapée dans un boîtier qui a 2 ans, 3 ans, 4 ans, comme boîtier d'entrée. Si vous achetez d'occasion et si ça vous permet d'économiser beaucoup sur votre achat, ça peut être pas mal. Voilà, parce que
dit, moi, les euros, je les imprime pas. Et donc, du coup, ça peut être intéressant. Toujours dans l'idée d'un appareil complémentaire, si votre idée c'est de faire de l'animalier ou de faire des photos d'insectes en plein vol ou de faire de la photo de rue ou des choses comme ça, ben, par exemple, toujours en restant chez Nikon, la série des Nikon J1, J5, la série Nikon One, ça c'est la série complète, Nikon One, dans lequel il y a les modèles J1, G2, J3, J4, J5, V1, V2, V3 et V4, je crois. Avec une bague FT1, F2.1, FT1, voilà, ça s'écrit comme ça, va vous permettre, va être un matériel finalement très très complémentaire, même d'un boîtier DX ou d'un boîtier full frame, parce que finalement ça va vous faire un petit compact que vous allez avoir dans la poche. Vous allez payer ça 200 €, 300 € au grand max. Ça va vous permettre de faire des photos avec une qualité optique raisonnable, assez correcte, et de voir si ça vous plaît. Vous allez avoir accès au réglage mode manuel, choisir votre vitesse, choisir votre diaphragme, choisir votre sensibilité sans problème. Donc ça va être formateur et ça va vous permettre ainsi de faire des photos avec un investissement d'entrée de gamme très faible. Et puis après, si vous achetez la bague FT1, qui n'est pas forcément obligé d'être acheté tout de suite, et ben vous pourrez le mettre derrière des objectifs faits pour aller sur un D300, sur un D500, un D5000, un D5 et ainsi de suite, parce que c'est dans la même marque, parce que c'est compatible et parce que c'est complémentaire, parce qu'il y en a un qui a un capteur qui fait 9 mm par 13 mm et puis l'autre il a un capteur qui peut faire éventuellement 24-36 et donc vous ne ferez pas les mêmes photos mais vous ferez déjà de la photo avec les possibilités de réglage, vous allez voir si ça vous plaît et ainsi commencer et puis après évoluer et voir si ça vaut le coup d'aller jusque vos envies profondes. Voilà. Donc quand on n'a pas le budget, il faut éventuellement choisir de sacrifier un élément entre boîtier et optique. Par exemple, on peut prendre une bonne optique avec un boîtier minimum, ou prendre une optique suffisante avec un boîtier bien pour longtemps. Vous voyez, donc je reprends ça doucement. Donc, il y a deux choses à acheter. Il y a le boîtier, c'est le capteur, c'est l'ergonomie, c'est le potentiel immédiat. L'optique, c'est la qualité d'image. L'étendue des angles de champ, hein, je vous rappelle qu'on vous vend des millimètres de focale, mais vous, ce qui vous intéresse, c'est les angles de champ que vous voulez faire, et le rendu. Donc l'objectif, on sent bien que ce sont deux choses complètement à part, qui ensemble permettent d'obtenir les images que l'on veut, et que donc il faut bien séparer l'un de l'autre, parce que, et si on a bien choisi sa marque, l'objectif ne sera jamais perdu, et le boîtier d'entrée de gamme pourrait avoir, entre guillemets, une seconde vie dans votre motivation profonde. Donc, si on choisit bien sa marque, si on choisit bien ses modèles, on peut très bien ne pas gaspiller d'argent, malgré les sommes que cela peut atteindre. L'important, c'est de privilégier le long terme, c'est-à-dire que
si vous... On ne va pas prendre une solution qui serait entre guillemets jetable. Voilà, c'est ça qu'il faut se souvenir. Parce que, à la limite, si vous n'êtes pas sûr, que ça va vous plaire, si vous êtes, voilà, si c'est pas la première passion que vous laissez tomber, hein, du genre, sous le lit, il y a un rameur que j'ai acheté au téléshopping parce que je voulais faire une demi-heure d'aviron tous les matins, et puis finalement, vous en avez fait 3 fois, et puis voilà, c'est tout. Si derrière la porte de la chambre, il y a un vélo, parce que vous avez dit, tiens, tous les matins, j'ai regardé 1 heure de télévision en faisant du vélo, et puis qu'il n'a pas 3 km au compteur, et ainsi de suite. Enfin, voilà, si vous savez que bon, vous n'allez pas forcément au bout des choses, ou que vous changez rapidement, et bien peut-être que, à contrario, acheter judicieusement du matériel qui va se revendre facilement vous permettrait éventuellement de tester votre envie et vos capacités sur de la photo, et éventuellement revendre après usage, après, si vous êtes simplement déçu, ou que vous n'avez pas obtenu ce que vous vouliez, ou que ce que vous espériez n'a pas été couronné de succès, ou que le travail qui vous accapare, ou la vie de famille qui vous accapare, ne vous a pas laissé le temps, le loisir d'aller jusqu'au bout de votre rêve. Là, peut-être que finalement, acheter quelque chose qui sera plutôt facile à revendre que quelque chose qui sera forcément adapté, ou un truc comme ça, est peut-être plus judicieux. Voilà. Mais je veux dire, il faut pérenniser le long terme. Parce que si vous mordez à l'hameçon, eh ben c'est sympa de se dire qu'on a pris peut-être 1 semaine, 1 mois de plus de réflexion, on a évalué le pour, le contre, et finalement, 2 ans, 3 ans, 10 ans après, 15 ans après, eh ben, son premier boîtier, on l'a toujours, ou son premier objectif, on l'a toujours. Moi, j'ai plus mon premier boîtier parce que je l'ai revendu pour en acheter un autre, mais j'ai toujours mon premier objectif. Vous voyez, je m'en sers pas tous les jours, je m'en sers de temps en temps, histoire de rigoler, en disant tiens, oui, c'est vrai, j'ai ça, c'était mon premier objectif. C'était pas dégueulasse, hein, c'était pas le summum, c'était pas le top, c'était le mieux qu'on pouvait s'acheter avec l'argent qu'on avait à l'époque. Mais voilà. Donc, si vous n'avez vraiment pas de sous, achetez un kit de base, un kit d'entrée de gamme. De toute façon, si vous voulez faire de la vidéo, il faut prendre... si vous voulez faire de la vidéo façon YouTube, face caméra, et choses comme ça, il faut une prise micro, ça c'est indispensable. Et avoir l'écran qui se retourne, c'est pas mal. Sauf que là, par exemple, bon, bah là, vous ne le voyez pas sur l'écran, mais j'ai acheté sur YouTube, pas sur YouTube, sur eBay, un petit écran qui se branche sur la prise HDMI, et finalement j'ai une image plus grande, et puis je peux le mettre où je veux. Donc là, je regarde l'écran, là je regarde l'objectif, là je regarde l'écran, là vous voyez, je le mets près de l'objectif, parce que en fait l'écran qui se rabat, finalement, ça ne sert pas, parce qu'il y a toutes les prises qui viennent devant l'écran, donc on voit rien. Donc, mais l'écran orientable, c'est sympa pour faire les prises de vue à ras du sol, en haut, au bout des bras, et ainsi de suite. C'est sympa, mais c'est pas indispensable. Par contre, la prise micro, oui, ça c'est indispensable. Et puis éventuellement, si l'écran ne tourne pas, la prise HDMI pour mettre un écran chinois acheté sur eBay. Je ne sais plus combien je l'ai payé, je crois moins de 200 €, ou un truc comme ça. Enfin bon, vous voyez, 200 €, il y a des gens qui vont se dire, attends, il rigole le gars, là, 200 €, c'est tout mon budget vacances pour les 2 années à venir. Si c'est le cas, je suis triste de le dire, mais faites pas de photos, hein, ça va vous coûter trop cher. Restez avec votre smartphone, hein, vous ferez des choses très très bien. Donc quand je vous dis, il faut choisir quel élément sacrifier quand on n'a pas beaucoup de sous. Alors on peut donc faire le choix d'une très bonne optique ou d'une bonne optique, et donc zapper l'optique du kit. Et puis dans ce cas-là, toujours à nombre d'euros égal, on va prendre un boîtier moins bien.
soit un boîtier d'occasion, avec les risques que ça comporte, soit un boîtier vraiment d'entrée de gamme. Voilà. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que chez Canon, l'entrée de gamme, on doit pouvoir avoir une solution à 250 ou 300 € avec un boîtier et l'objectif du kit, quoi. Voilà. A contrario, si on n'a pas si le projet que l'on a, si la motivation profonde nous a fait choisir, demande les capacités que l'on ne trouve que dans les... si la motivation profonde demande des caractéristiques que l'on ne trouve pas dans des boîtiers professionnels top Momout super chers, du genre, si avoir une rafale à 10 images secondes ne vous sert à rien, et avoir une rafale à 10 images secondes ne sert à rien, mais que une rafale à 3 images secondes vous suffit amplement, à la limite, le boîtier d'entrée de gamme vous suffirait pour longtemps, et vous suffirait pour votre projet. Et que peut-être, je veux dire, ils ont des caractéristiques, comme je disais, celui-là, il a 24 millions de pixels, 24 millions de pixels, c'est ma deuxième résolution la plus élevée. Mon premier boîtier numérique, je l'ai toujours, il fait 6 millions de pixels. Après, je suis passé à 10 millions de pixels. Là, j'en ai deux autres qui font 18 et 24 millions de pixels, en plus de celui-là. Et puis après, c'est le moyen format à 33 millions de pixels. Donc, vous voyez, 24, c'est pas dégueulasse, quoi. Et c'est le boîtier d'entrée de gamme. Donc, voilà. Donc, vous pourriez très bien, donc si le boîtier d'entrée de gamme a les caractéristiques qui vous correspondent, c'est pas la peine d'aller chercher mieux, puisque vous avez déjà tout ça là-dedans. Et donc, dans ce cas-là, mettre de l'argent dans le boîtier que vous pensez être suffisant, enfin être bien pour longtemps, donc qui va être pérenne, que vous allez utiliser longtemps, et si vous n'avez pas beaucoup de sous, vous prenez l'objectif du kit, même si, alors chez Nikon, ils ont mis une baïonnette en plastique, je ne sais pas pourquoi, c'est une connerie phénoménale, mais bon, pourquoi pas, quoi. Pourquoi pas, je vous filme avec ça, avec l'objectif du kit, qui équivaut 40 € dans le kit. Entre le prix du boîtier seul et le prix du boîtier avec l'objectif, il doit y avoir 40 € d'écart. Donc voilà. Et des objectifs Nikon, j'en ai plein partout. Je pourrais en mettre un autre, mais ça marche très très bien. Voilà. Donc, ceci va conclure cette vidéo. Qui va être bien sûr un peu longue comme les autres, mais ça m'évite d'en faire deux. Et puis donc ça va conclure, donc cette vidéo va avec la vidéo précédente sur comment les différents types d'appareils. Donc maintenant, grosso modo, vous avez toutes les clés en main pour, vous connaissez tous les types d'appareils différents, vous connaissez les différents automatismes. Dans les vidéos précédentes, je vous ai expliqué tous les automatismes différents. Je vous ai expliqué comment fonctionnait le mode manuel. Je vous ai expliqué comment fonctionnait la mesure de la lumière. Je vous ai expliqué comment fonctionnait la mesure de la lumière, comment choisir l'exposition, comment fonctionnaient les différents modes de mesure de lumière. Enfin voilà. Donc là, maintenant, grosso modo, je pense que on peut dire que l'on a fini les 4% du bar graphe du début, voire la vidéo numéro 1 ou numéro 2. Et après, on va attaquer des vidéos qui vont être parler du cadrage, comment faire ses gammes, la photo de paysage, l'architecture, et ainsi de suite. Voilà. Mais là, je pense que en fait, on a clos, cette vidéo clos le grand chapitre du vocabulaire photo et de la technique photo. Voilà. Donc avec ça, normalement, vous avez à peu près la moitié ou les 3/4 du niveau technique nécessaire à obtenir le CAP photo
en 1988. Voilà. Il n'y en avait pas beaucoup plus à apprendre. Le plus à apprendre était l'aspect pratique ou l'aspect laboratoire noir et blanc ou l'aspect tirage couleur et ainsi de suite. Mais pour tout ce qui est aspect technique sur le matériel, sur la prise de vue, sur la prise de vue dans le sens technique de base, vous le possédez. C'est dedans, il faut regarder les vidéos, il faut écouter, chaque phrase a son poids, chaque mot a son importance, et voilà. Donc comme d'habitude, hein, soyez éco hein, pour essayer de comprendre et optimiser, et faites des images. Au revoir.